Bonjour les amis et bienvenue sur EduQuiz. Alors aujourd'hui, nous travaillons avec les élèves de la classe de première CD, module 1, le son, les acènes et les alcynes. Et nous allons résoudre ensemble, n'est-ce pas, l'exercice 2 sur cette leçon. Alors l'exercice 2 est constitué de deux blocs, c'est-à-dire exercice de grand A, exercice de grand B. Nous allons commencer avec l'exercice de grand A. Question 1. Hein? Écrire les formules semi-développées possibles des composés organiques insaturés de formules brutes C4H8 et C3H4 et donner leur nom. On demande de faire quoi? D'écrire les formules semi-développées. FSD, comme j'ai abrégé au tableau dans l'énoncé de l'exercice, ça veut dire formule semi-développée. FSD, formule semi-développée. Écris les formules semi-développées possibles des composés organiques insaturés. Donc déjà, le C4H8 et le C3H4 sont des composés insaturés et ils nous vont donner quoi? Les différents noms des isomères ressortissants de ces formules brutes. Alors, nous allons commencer avec le C4H8. Nous allons commencer avec le C4H8, les amis. Le C4H8. OK. Les amis, j'ai l'habitude de vous dire cela le moment où on travaillait sur les alcanes. Je vais encore le répéter. Lorsque vous voulez donner, n'est-ce pas, lorsqu'on vous donne une formule brute comme celui-ci, en fait, une formule brute en général dans les composés organiques, n'est-ce pas? Vous devez, et quand vous demandez de ressortir quoi, tous les différents isomères ou toutes les différentes formules semi-développées, n'est-ce pas? Vous devez toujours ressortir d'abord l'isomère le plus simple, le plus facile. Cet isomère, même le plus faible, est capable de le faire. C'est l'isomère linéaire. Il n'a pas de ramifiant. L'isomère linéaire, il est facile à mettre. Il est facile à mettre. D'accord? Donc, vous devez d'abord ressortir quoi? L'isomère linéaire, qui est l'isomère le plus simple, le plus facile. Vous ne réfléchissez pas s'il faut mettre les ramifiants ou pas. L'isomère linéaire est facile. Et on a dit que quoi? Ces deux formules sont quoi? Des composés insaturés, n'est-ce pas? Soit l'un est l'alcane, soit l'un est un alcène, soit l'un est un acide, ou les deux sont des alcènes, ou les deux sont les acides. Le C4H8 déjà, c'est un alcène. C'est un alcène. Vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le vérifier, n'est-ce pas, au travers quoi? Vous pouvez le vérifier au travers de sa formule générale CnH2n. Vous voyez? CnH2n, ça fait C4H pour N égale à 4. Pour N égale à 4, les amis. Pour N égale à 4. Ça donne quoi? C4H2 facteur du 4 me donne quoi? C4H8. Alors, effectivement, le C4H8 est un alcène. Je l'ai vérifié, n'est-ce pas, par exemple de la formule générale des alcènes. Alors, j'ai pris pour N égale à 4. Vous voyez? Pour N égale à 4, n'est-ce pas? Je trouve C4H8. Donc, ça veut dire que quoi? En ressortant tous les différents isomères du C4H8, n'est-ce pas? Je dois bel et bien, les amis, introduire la double liaison. Hein? Parce que c'est la double liaison qui représente la fonction chimique des alcènes. Alors, je fais d'abord quoi? L'isomère linéaire qui est l'isomère le plus facile. L'isomère linéaire. Alors, c'est le C4H8. C4H8. Donc, l'isomère linéaire, n'est-ce pas? Sa chaîne carbonée la plus longue, n'est-ce pas? C'est-à-dire sa chaîne carbonée principale doit compter combien d'atomes de carbone? 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Et comme c'est un alcène, n'est-ce pas? Je dois ajouter dans la structure, n'est-ce pas? De l'isomère, la double liaison.
Et pour aller de façon ordonnée, je vais mettre la double liaison en première position en fonction du sens de lecture que je vais me choisir. D'accord? Donc, pour aller en ordre, je vais mettre la double liaison en première position, n'est-ce pas? En fonction de la, n'est-ce pas? En prenant en compte, n'est-ce pas, les amis, en prenant en compte, n'est-ce pas, le sens de lecture que je vais me choisir dès maintenant. Alors, voici le sens de lecture dont je me choisis. Comme ça. Alors, je mets ma double liaison là, en première position ici. Parce que si je m'étais choisi ce sens-ci, j'allais mettre la double liaison ici pour dire que voici ma première position. Mais comme je me suis choisi ce sens, ça veut dire que voici ma première position. Et ensuite, j'ajoute. Ensuite, j'ajoute les hydrogènes pour respecter la tétravalence de chaque carbone. Le carbone, si elle y est une fois. Le carbone, si elle y est une fois, alors j'ajoute combien? 3 atomes d'hydrogène. Le carbone, si elle y est 2 fois, 1, 2. J'ajoute combien d'atomes d'hydrogène? 2. Le carbone, si elle y est combien de fois? 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors, j'ajoute combien d'atomes d'hydrogène? Un seul. Le carbone, si elle y est 2 fois, 1, 2. J'ajoute 2 atomes d'hydrogène. Suivi. Voilà. En plus, on demande de nommer. On demande de nommer. De nommer. On demande de nommer. Alors, pour nommer cette molécule, c'est très simple, n'est-ce pas, les amis? C'est très simple. J'ai eu à l'expliquer dans le cours, je vais encore l'expliquer maintenant. Je vais encore l'expliquer tout de suite, n'est-ce pas? Première des choses, n'est-ce pas? On doit rechercher la chaîne principale la plus longue. Voyez un peu. Par cette méthode, ce que j'explique, même pour la nomenclature, n'est-ce pas, des molécules organiques alcènes, alcines ou alcanes, c'est pas ou pas que ce soit, n'est-ce pas, qui sont complexes, vous pouvez utiliser cette méthode. Elle est très facile et simple. Alors, je recherche d'abord pour la chaîne principale, c'est-à-dire cette chaîne-là qui compte le plus d'atomes de carbone. Pour le faire, qu'est-ce que je fais? J'identifie, n'est-ce pas, dans ma molécule, toutes les extrémités possibles. Et quand je parle d'extrémité, je parle d'extrémité carbonique. Toutes les extrémités possibles. C'est pour une extrémité. L'extrémité, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est le bout ou la fin de quelque chose. Le bout ou la fin de quelque chose. Alors, voici ma molécule. Voici le bout. Voici encore un autre bout. Voici une extrémité, deux extrémités carbonées. Alors, les amis, en identifiant, n'est-ce pas, en représentant les différentes extrémités de ma molécule, n'est-ce pas, par des numéros, ça me permet d'identifier toutes les chaînes, n'est-ce pas, possibles de la molécule. Alors, je peux avoir la chaîne quoi? 1 à 2. La chaîne de 1 à 2. Regardez, la chaîne de 1 à 2 est égale à combien? La chaîne de 1 à 2 est encore égale à la chaîne de 2 à 1. La chaîne de 1 à 2 est encore égale à la chaîne de 2 à 1. Pourquoi? Parce que si je compte le nombre d'atomes de carbone de 1 à 2, ça sera la même chose de 2 à 1. Donc, si je mets la chaîne de 1 à 2, je n'ai plus besoin de mettre la chaîne de 2 à 1. Si je mets la chaîne de 1 à 2, je n'ai plus besoin de mettre l'inverse. Okay. La chaîne de 1 à 2, je remarque que c'est la seule chaîne. Il n'y a plus d'autres chaînes possibles, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'autres chaînes possibles. La chaîne de 1 à 2 compte combien d'atomes de carbone? 4 atomes de carbone. Donc, la chaîne de 1 à 2, c'est quoi? C'est ma chaîne principale. C'est cette chaîne-là qui compte le plus d'atomes de carbone. Ensuite, n'est-ce pas? On a déjà changé notre sens de lecture. Nous savons bien que dans la nomenclature des acènes et des acides, le bon sens de lecture, n'est-ce pas, c'est le sens où la triple ou la double liaison occupe la plus petite position. Donc, voilà notre sens de lecture. Déjà choisi, n'est-ce pas? Parce que c'est dans ce sens-ci, la double liaison occupe la plus petite position. Alors, pour nommer 4 atomes de carbone, ma chaîne principale compte 4 atomes de carbone. Et pour 4 atomes de carbone, on dit quoi? But. But tiret, n'est-ce pas? Quand je mets le tiret, c'est pour noter quoi? La position de la double liaison. Selon mon sens de lecture, la position de ma double liaison sera la position 1. Donc, but 1N ou encore butène. OK. Maintenant, remarquons, est-ce que à partir de l'isomère, j'appelle ça l'isomère A,
Est-ce qu'à partir de l'isomère A, je peux ressortir un autre isomère? Bonne question posée. À partir de l'isomère A, je peux soit sortir une position, un isomère de position ou encore un isomère, un isomère de chaîne. Donc, je vais voir si à partir de l'isomère A, je peux avoir l'isomère, je peux ressortir, n'est-ce pas? Ou bien à partir de l'isomère A, n'est-ce pas? Je peux faire en sorte qu'il y ait un isomère de position ou un isomère de chaîne. Alors, je me pose la question, comment faire? Commençons d'abord par l'isomère de position, les amis. Commençons par l'isomère de position. Commence d'abord par l'isomère de position. On se pose la question, comment faire pour ressortir l'isomère de position ici? Comment faire? L'isomère de position, rappelons ceci, les amis. L'isomère de position, deux isomères sont dits isomères de position lorsque, n'est-ce pas, ils comptent le même nombre d'atomes de carbone dans leur chaîne principale. Deux isomères sont dits isomères de position lorsque ils comptent dans leur chaîne principale le même nombre d'atomes de carbone. Regardez, l'isomère AC, petit AC, hein, il compte 4 atomes de carbone dans sa chaîne principale. Alors, si je veux ressortir un isomère de position à partir de l'isomère AC, n'est-ce pas, je vais conserver le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale, mais je veux changer la position de la double liaison. Regardez, je conserve le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je conserve le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ensuite? Qu'est-ce que je fais? Je change la position de la double liaison. Ici, en position 1, je décide, ici, je le mets en position 2, en fonction du sens de lecture, n'est-ce pas, que je me suis choisi dès le départ. Voilà. Et je respecte la tétravalence du carbone, des carbones. Voilà. Ici, on va dire que ça, c'est le but de zen. Le but de zen, ça, c'est le but de zen. Regardez, la position de la double liaison a changé. C'est pour ça que c'est 2. Maintenant, but de zen. Est-ce que nous pouvons sortir un isomère de chaîne ici? Est-ce que c'est possible de sortir un isomère de chaîne ici? Est-ce que nous pouvons ressortir l'isomère de chaîne ici à partir de la formule brute A? À partir de l'isomère A. Pardon? OK. Pour sortir l'isomère de chaîne, les amis, c'est très simple. Je pars toujours de l'isomère A. Deux isomères sont dits de chaîne lorsque le nombre d'atomes de carbone de leur chaîne principale sont différents. Ils ne comptent pas le même nombre d'atomes de carbone sur leur chaîne principale. Deux isomères sont isomères de chaîne lorsque le nombre d'atomes de carbone de leur chaîne principale sont différents. Vous voyez? Ça veut dire quoi? L'isomère A compte combien d'atomes de carbone sur sa chaîne principale? L'isomère A compte 1, 2, 3, 4 atomes de carbone sur sa chaîne principale. Ça veut dire que pour faire mon isomère de chaîne par rapport à A, je vais mettre, n'est-ce pas, 3 atomes à ma chaîne principale. 1, 2, 3. Vous voyez? 3 atomes. Et et 3 atomes. Et je garde toujours ma liaison à la position 1. Je ne touche pas la position de ma double liaison. Vous voyez un peu, je ne touche pas la position de ma double liaison. Mais je change juste quoi? Je modifie le nombre d'atomes de la chaîne principale pour qu'il soit isomère des chaînes. Vous voyez? Alors, je me pose la question, où est passé le carbone, le quatrième carbone? Tout simplement, le quatrième carbone, n'est-ce pas, sera ajusté comme ramifiant. Alors, je le mets ici. Je le mets ici. CH3, CH2 et CH3. Voilà. Vous voyez? Et pour le nommer, ça sera très simple. La chaîne principale compte 3 atomes de carbone et on a là un ramifiant. Et le ramifiant, selon le sens de lecture qu'on s'était choisi, mon ramifiant tombe à la deuxième position. Donc, 2 méthyle propre. Je dis propre. Pourquoi? Propre. Parce que ma chaîne principale compte 3 atomes de carbone.
Ma chaîne principale tombe 3 atomes de carbone, n'est-ce pas? Et quand on dit 3 atomes de carbone, on dit prop quoi? Prop 1, N ou 2 méthylpropène. Voilà. Voilà les différents isomères du C4H8. Passons maintenant au C3H4. Alors, nous devons d'abord chercher à quelle famille appartient le C3H4. On va faire comme on a fait avec le C4H8. Alors, moi, je dis que ça, c'est un alcyne. On vérifie. La formule générale, c'est CNH, 2N, moins 2. Alors, les amis, pour N égale à 3, on a quoi? C3H, 2, facteur de 3, moins 2. On obtient quoi? C3H, 3 fois 2, 6, moins 2, 4. Effectivement, le C3H4, c'est un alcyne. Alors, nous devons donner quoi? Tous ces différents isomères. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous donnez d'abord pour l'isomère le plus simple, le plus facile, le plus évident, dont le plus faible est capable de faire et être sûr d'avoir son demi-point. Isomère linéaire. Il n'a pas de ramifiant. Tu ne réfléchis pas comment ou ne pas mettre le ramifiant. Il est linéaire. Alors, comment faire pour avoir mon isomère linéaire? Mon alcyne a combien d'atomes de carbone? 3 atomes de carbone. C'est-à-dire que ma chaîne principale doit avoir 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Et si on sait que c'est un alcyne, c'est un quoi? Un alcyne. C'est un alcyne. Ça veut dire que dans la structure de ma molécule, il doit avoir quoi? La triple liaison. Et pour aller de façon ordonnée, je vais d'abord mettre ma triple liaison à la position 1. Et ensuite, je respecte la tétravalence des carbones. Ce carbone-ci, il est lié une fois. Donc, la vie combien d'atomes d'hydrogène? 3 atomes d'hydrogène. Ce carbone-ci, il est lié combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, ce carbone-ci est déjà saturé. Plus besoin d'ajouter les atomes d'hydrogène. Ce carbone-ci est lié combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, j'ajoute un atome d'hydrogène. Voilà. Et il faut nommer. La chaîne principale, il faut nommer. Vous nommez, comme j'ai dit, comme tout à l'heure. C'est simple, les amis. Je localise toutes les extrémités de ma molécule, n'est-ce pas? Parce que en localisant toutes les extrémités de ma molécule, je vais pouvoir facilement voir toutes les chaînes, n'est-ce pas, que renferme ma molécule. On a dit quoi? L'extrémité, c'est la fin ou le bout de quelque chose. Donc, ça veut dire une extrémité, deux extrémités. Voilà une extrémité, voilà deux extrémités. Vous voyez? Donc, on a la chaîne de 1 à 2. La chaîne de 1 à 2, c'est la même chose de 2 à 1. Pourquoi? Parce que de 1 à 2 et de 2 à 1, le même nombre d'atomes de carbone, c'est la même chose. Et ça compte combien d'atomes de carbone? 3 atomes de carbone. La chaîne de 1 à 2 dans cette molécule, c'est la seule chaîne, n'est-ce pas? Elle compte 3 atomes de carbone. Donc, voici notre chaîne principale. Notre chaîne principale, elle compte combien d'atomes de carbone? 3 atomes de carbone. On va dire quoi? Prop. Quand je mets le tiret, c'est pour mettre la position de ma triple liaison. Prop 1, I. Ouf. Prop. Ping. Voilà. Quand je vois les amis, le CX3H4, évidemment, n'a qu'un seul isomère, le propine ou le prop 1 c'est tout. Donc, il n'y a plus possibilité d'avoir les isomères sur le C3H4. Allons à la deuxième question du grand A. Parmi les formules semi-développées de C4H8, l'un présente les formes Z et E, représentez-les. On a dit quoi? Parmi les formules semi-développées de C4H8. Donc, parmi les formules semi-développées des amis de C4H8. Parmi les formules semi-développées de C4H8. L'un forme, l'un présente les formes Z et E. Représentez-les.
Nous savons que Z, c'est quoi? C'est zusammen qui veut dire ensemble. E, c'est enigen qui veut dire séparé. Alors, le composé, c'est-à-dire le C4H8 a combien d'isomères? Il a 3 isomères. A, B et C. Il a 3 isomères A, B et C. N'est-ce pas, les amis? Il y a A et B et C. Alors, parmi ces 3 isomères, quel est, n'est-ce pas, l'isomère, n'est-ce pas, le plus approprié, n'est-ce pas, pour qu'on puisse avoir les formes Z et E? Alors, je vous dirais que c'est l'isomère B. Pourquoi? Parce que sa double liaison est en milieu de chaîne, se trouve en milieu de chaîne. Il sera facile pour vous, n'est-ce pas? Il sera pas facile pour vous à partir de l'isomère B, par rapport à la position de sa double liaison qui est en bout de chaîne, de pouvoir avoir les formes E et Z. Quand la liaison est en, quand la liaison est en bout de chaîne, quand la double liaison est en bout de chaîne, ça ne sera pas évident de donner les formes E et Z. Mais lorsque la double liaison est en milieu de chaîne, ça sera évident, ça sera même très simple, ça sera évident, simple, pour pouvoir sortir les formes E et Z, les amis. Je dis ceci, vous avez plusieurs isomères d'alcène. On vous demande, parmi ces isomères d'alcène, n'est-ce pas, quelle est celle qui pourra, n'est-ce pas, les amis, donner la forme E et Z? Vous devez choisir l'alcène dont sa double liaison est en milieu de chaîne. Celui dont n'est-ce pas, n'est-ce pas, dont la double liaison est en bout de chaîne ne pourra pas vous aider à sortir les formes E et Z. Mais celui-là dont la double liaison est en milieu de chaîne pourra vous aider à sortir quoi? Les formes E et Z. Donc, au composé B, on a voilà. Sortons d'abord l'isomère E, l'isomère Z. L'isomère Z. Qu'est-ce que je fais? Pour sortir l'isomère Z, première des choses, c'est la même méthode pour avoir l'isomère E et Z. C'est la même méthode. Première des choses, vous localisez d'abord sur l'isomère, n'est-ce pas? Où est situé là les carbones de la double liaison. Donc voilà l'isomère B, n'est-ce pas? Je remarque d'abord dans la molécule les carbones de la double liaison. Les voici. Voilà les carbones de la double liaison. Qu'est-ce que je fais? Je les écris comme ceci. Vous voyez? J'ai écrit les carbones de la double liaison. Maintenant, je commence avec le carbone C. Le carbone C est lié à qui? Il est lié au groupement méthyle C. Je le mets comme ça. Vous avez vu? Et le carbone C, il est lié aussi encore au méthyle. Je le mets comme ça. Vous voyez? Je mets le méthyle. Je mets les groupements méthyle de chaque atome de carbone à double liaison du même côté. Parce que Z me dit zusammen qui veut dire ensemble. Les groupements alkyles doivent être comment? Ensemble, du même côté. Ensuite, je complète avec les hydrogènes. Maintenant, isomère E. Isomère E. Isomère E. Isomère E, c'est la même chose. Je représente d'abord les carbones de la double liaison. Je représente, comme vous voyez, les carbones de la double liaison. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Le carbone C, le voici ici, il est lié au groupement méthyle que je mets ici. Le carbone C, je le voici, il est lié encore au groupement méthyle. Vous voyez, en l'isomère E, je ne mets pas les groupements méthyle du même côté. Je ne les mets pas ensemble. Je les mets de côtés différents, de telle sorte qu'ils seront comment? Ils seront comment? Comme ça, de façon divergente. Vous voyez un peu? C'est ça, l'isomère E, N. Alors, ensuite, je complète pour les hydrogènes. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire pour l'exercice grand A. Parce qu'il fallait faire pour l'exercice grand A. Exercice 2 grand A. Passons maintenant à l'exercice grand 2.
Exercice 2, grand B. Voilà. Grand B. Un chimiste réalise la déshydratation en présence de l'alumine et à chaud du composé organique de formes semi-développées suivantes. Donné. On a donné ce composé organique dont la formule chimique est ceci. Donne 1, le nom de la famille du produit ou les produits obtenus. Ensuite, les noms des produits obtenus et ensuite écrit les formules semi-développées. On va reprendre. Un chimiste réalise la déshydratation. Je vais souligner déshydratation. Un chimiste réalise la déshydratation en présence d'alumine et à chaud. On souligne en présence d'alumine et à chaud du composé organique de formules semi-développées suivantes. Un chimiste réalise la déshydratation en présence d'alumine à chaud d'un composé organique FSD suivant. OK. Comme on disait, n'est-ce pas, les amis? Un chimiste réalise la déshydratation en présence d'alumine à chaud du composé FSD suivant. Oui. Le composé de formules semi-développées, si près. Donc, on a effectué quoi? Sa déshydratation. Donc, on a effectué quoi? Le chimiste a effectué quoi? La déshydratation de ce composé. Maintenant, en question 1, on dit le nom, on dit donne. On dit donne le nom de la famille. Donne, 2 points, premier. Donne le nom de la famille du produit ou les produits obtenus. Donne le nom de la famille du produit ou des produits obtenus. Donne le nom de la famille du produit obtenu ou les produits obtenus. N'est-ce pas? Simple. Donc, il m'a donné quoi? Le nom, n'est-ce pas? Voilà, le nom de la famille du produit obtenu ou les produits obtenus par déshydratation de ce composé. Parce qu'on a dit dans l'énoncé qu'un chimiste effectue quoi? La déshydratation de ce composé. Maintenant, question 1, on demande de faire quoi? De donner, n'est-ce pas? De donner quoi? Le nom de la famille. Le nom de la famille du produit ou des produits obtenus de ce composé par déshydratation. Pour répondre à cette question, les amis, la première des choses que vous devez identifier, c'est la famille de ce composé d'abord. Ce composé appartient à quelle famille? Pour se rapprocher un peu de la famille de ce composé, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez d'abord ce groupement. Le groupement hydroxyle qui renferme le groupement hydroxyle et le groupement hydroxyle renferme l'élément oxygène. Donc déjà, ce composé, c'est quoi? C'est un composé organique. Déjà, il existe plusieurs types de composés. C'est un composé organique oxygéné. Il existe plusieurs types de composés organiques oxygénés. Nous avons les alcools, nous avons les aldéhydes, nous avons les cétones, nous avons les acides carboxyliques. Maintenant, il faut identifier parmi ces différents composés organiques que je viens de citer, lui, il entre dans quelle rubrique? Pour savoir à quelle rubrique il entre, vous devez connaître, n'est-ce pas? Vous devez connaître, identifier la formule chimique, n'est-ce pas? Ou encore la fonction, mieux encore la fonction chimique, le groupement fonctionnel de chaque composé organique. Vous voyez un peu.
Alors, le groupement fonctionnel ici, n'est-ce pas? C'est à ce niveau. Le groupement fonctionnel ici, c'est à ce niveau. Vous voyez? On voit bien quoi? Un carbone. On voit bien. On voit bien un carbone. Un carbone, que j'appelle carbone fonctionnel, tétraédrique, qui est lié directement à un groupement hydroxyle. Un carbone tétraédrique, n'est-ce pas? Qui est lié directement au groupement hydroxyle. Donc, alors, ce composé, c'est quoi? C'est un alcool. Ce composé, c'est un alcool. Mettons, cet alcool, n'est-ce pas? On effectue quoi? Sa déshydratation. Pour obtenir quoi? Pour obtenir quoi? Certains produits dont on doit identifier la famille. Donc, on effectue quoi? La déshydratation. Le chimiste effectue la déshydratation de cet alcool. Il effectue la déshydratation de ces alcools. Donc, les amis, on se pose la question que c'est d'abord quoi la déshydratation? C'est quoi la déshydratation? Pour parler de la déshydratation, on parle d'abord de l'hydratation. Donc, avant de parler, n'est-ce pas, de la déshydratation, on parle d'abord de l'hydratation. On parle de l'hydratation. Dans hydratation, nous avons le verbe quoi? Hydrater. S'hydrater veut dire quoi? Boire de l'eau. Quand on s'hydrate, n'est-ce pas, les amis, on boit de l'eau. Voyez un peu. Maintenant, hydrater, son concret, c'est déshydrater. Quand je te déshydrate, n'est-ce pas, ça veut dire que tu perds de l'eau. Tu perds de l'eau. N'est-ce pas, les amis? Donc, ça veut dire quoi? La déshydratation de ce composé va consister à faire quoi? À retirer l'eau dans cet alcool. Donc, on doit retirer dans ce composé alcoolique, n'est-ce pas? On doit retirer la molécule d'eau. On doit enlever la molécule d'eau. C'est ça la déshydratation. Alors que l'hydratation, c'est le fait de faire quoi? D'ajouter l'eau dans un composé organique. Alors que la déshydratation, je retire l'eau. Dans votre cours, les amis, fait en classe, lorsqu'on effectue la déshydratation d'un alcool, on obtient quoi? On obtient tout simplement un alcène. On obtient quoi? Un alcène. Lorsqu'on effectue la déshydratation d'un alcool, on obtient un alcène. Et lorsqu'on effectue l'hydratation de l'alcène, on obtient l'alcool. Je me répète, lorsqu'on effectue l'hydratation, n'est-ce pas? Lorsqu'on effectue l'hydratation d'un alcène, on obtient un alcool. Lorsqu'on effectue la déshydratation de l'alcool, on obtient l'alcène. Alors, on a ici face à nous un alcool dont on va effectuer quoi? Sa déshydratation. Donc, en question 1.1, on a quoi? Donne le nom de la famille du produit ou des produits obtenus. Donc, ça veut dire que le nom est un alcène. Le nom est un alcène. Voilà. Parce qu'on a dit que la déshydratation de l'alcool conduit aux alcènes. Et le contraire, l'hydratation des alcènes conduit aux alcools. 1, 2. Maintenant, on dit le nom des produits obtenus. On veut le nom des produits obtenus. Avant de donner le nom des produits obtenus, il faut d'abord les former. Avant de donner le nom des produits obtenus, il faut d'abord quoi? Les former. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Pour donner le nom des produits obtenus, c'est très simple, les amis. Pour donner le nom des produits obtenus, c'est très simple. On va effectuer quoi? Les équations conduisant aux différents alcènes. Regardez. Faut bien effacer ici. On a dit en présence de l'alumine à chaud. En présence de l'alumine à chaud, qui est le catalyseur. Voici l'alumine Al2O3 à chaud. C'est-à-dire à haute température. Voilà, on va effectuer la déshydratation. On a dit que la déshydratation, c'est le fait de faire quoi? D'enlever l'eau.
Hein? Je retire l'eau. Donc, dans cette molécule, je vais retirer l'eau. Faut enlever l'eau. La molécule d'eau, c'est quoi? La molécule d'eau, c'est la molécule d'eau, c'est quoi? Voici la molécule d'eau. C2. Attendez, je vais écrire là-bas. Parce que dans cette molécule, on doit retirer l'eau. La molécule d'eau, c'est ça. Hmm? Et lorsqu'on veut peut-être le décomposer, ça peut devenir comme ça. Voyez? Voici la molécule d'eau. Lorsqu'on le décompose, c'est sous forme de cette forme H au moins H+. Voyez un peu. Donc, ça veut dire que si je veux retirer la molécule d'eau d'ici, n'est-ce pas, je dois enlever ce groupement hydroxyle, hein, hein, et enlever entre ces deux atomes de carbone, soit l'un, soit l'autre, un élément hydrogène. Ici, alors les amis, on va obtenir deux molécules d'alcène. Pourquoi? On va obtenir deux molécules d'alcène. Pourquoi? Parce que regardez la position du groupement hydroxyle. Regardez la position du groupement hydroxyle. Le groupement hydroxyle, n'est-ce pas, n'est pas en bout de chaîne. Il est en milieu de chaîne. Le groupement hydroxyle, le voici. Ça, c'est le groupement hydroxyle. Ça, c'est quoi? Le groupement hydroxyle. Il est où? En milieu de chaîne. Comme il est en milieu de chaîne, n'est-ce pas? Nous avons la possibilité d'avoir deux molécules d'alcène ici. Voyez un peu. Pourquoi je dis ça? Lorsque, n'est-ce pas, je vais enlever le groupement hydroxyle, n'est-ce pas? Pour que ça fasse la molécule, je dois l'ajouter quoi? Un atome d'hydrogène. Et j'ai la possibilité d'enlever un atome d'hydrogène sur ce carbone ou un atome d'hydrogène sur cet autre carbone. Je vais numéroter 1, 2, 3, 4. Le carbone numéro 2 porte le groupement hydroxyle. En enlevant l'hydroxyle sur le carbone numéro 2, n'est-ce pas, j'ai la possibilité d'enlever un atome d'hydrogène sur le carbone numéro 1 ou je peux enlever un atome d'hydrogène sur le carbone numéro 2. C'est que j'ai deux possibilités, n'est-ce pas? J'ai deux possibilités où est-ce que je peux enlever le carbone d'hydrogène. Ou un peu. Donc, en enlevant le carbone hydrogène au carbone, le carbone hydrogène, en enlevant l'atome d'hydrogène, n'est-ce pas, sur le carbone numéro 1, j'obtiens un alcène. En enlevant le carbone, en enlevant l'atome d'hydrogène sur le carbone numéro 3, j'obtiens un alcène. Regardez. Je vais d'abord commencer à enlever l'atome d'hydrogène sur le carbone numéro 1. J'obtiens ceci. Vous voyez? Je n'écris plus CH3, mais j'écris CH2. On dit que j'ai enlevé un atome d'hydrogène. J'enlève le groupement hydroxyle si j'enlève. Vous voyez? Donc, j'ai enlevé un atome d'hydrogène ici et j'enlève aussi le groupement hydroxyle qui forme quoi ici? L'eau. Vous voyez un peu? Et en enlevant, la double liaison se forme. Voilà. Les amis, en enlevant, la double liaison se forme. Vous voyez? En enlevant, la double liaison se forme. Voilà ça. C'est simple. En enlevant, la double liaison se forme. Regardez. Regardez. Maintenant, on a une autre possibilité d'enlever un élément d'hydrogène sur le carbone numéro 3. Regardez. Oui, j'ai enlevé le groupement hydroxyle sur le carbone numéro 2. Vous voyez? J'ai enlevé un atome d'hydrogène sur le carbone numéro 3. Donc, je quitte à H2 à H, tout simplement. Et la liaison, double liaison se forme. Voilà. Donc, on a dit que nous avons dit que pour la déshydratation, n'est-ce pas, de cet alcool, on a possibilité de former deux alcènes.
Pourquoi? À cause de la position du groupement hydroxyle. Le groupement hydroxyle se trouvant en milieu de chaîne nous donne la possibilité de former deux alcènes. Pourquoi? Parce que par sa position en milieu de chaîne, n'est-ce pas, nous avons la possibilité d'enlever un atome d'hydrogène ici pour former le premier alcène et la possibilité d'enlever un atome d'hydrogène ici pour former le deuxième alcène. Voyez un peu. Donnez-moi le nom des produits. Le nom des produits obtenus. Ça, c'est le composé A, composé B. Le composé A, c'est quoi? C'est le but. N. Et le composé B, c'est le but. Benzène. C'est tout. Donc, amis, voilà ce qu'il fallait faire ici. Si le groupement hydroxyle était en position 1, regardez, je prends l'exemple. Regardez, quand le groupement hydroxyle est en position 1, pas déshydratation, pas déshydratation, qu'est-ce qui se passe? Pas déshydratation, les amis, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai la possibilité d'avoir la formation d'un seul alcène. Parce que regardez la position du groupement hydroxyle. Il est en position 1. À cause du fait qu'il est en position 1, il est encore où? En bout de chaîne. Le groupement hydroxyle est en position 1 et en plus encore en bout de chaîne. Je n'ai pas la possibilité, n'est-ce pas, à cause de sa position, d'avoir deux alcènes là-bas, mais un seul alcène. Je ne peux pas avoir deux alcènes là-bas à cause du fait qu'il est en bout de chaîne, en plus en position 1. Je ne peux qu'avoir deux alcènes. Vous voyez un peu. Donc, en faisant quoi? CH2, vous voyez? Quand il écrit CH2, c'est pour dire que j'ai enlevé le groupement hydroxyle pour former la molécule 2. Ensuite, je mets CH tout simplement. Ensuite, je mets CH. Je quitte de CH2 à CH pour dire que j'ai enlevé un atome d'hydrogène pour former la molécule 2 avec celui-ci. Ensuite, CH2, CH3, plus l'eau. Ici, j'avais quoi? Double liaison qui se forme. Donc, en enlevant celui-ci et en enlevant un atome d'hydrogène ici, la double liaison se forme avec la molécule d'eau qu'on produit. Voilà. Donc, avec lui, j'ai seulement une seule possibilité parce que l'hydroxyle est en bout de chaîne. J'ai seulement une seule possibilité d'avoir un accès parce que l'hydroxyle est en bout de chaîne. Alors que ici, l'hydroxyle est en milieu de chaîne. Donc, j'ai deux possibilités pour retirer quoi? Le composé hydrogène. Il y a deux possibilités, n'est-ce pas? De former quoi? De former l'alcène, je veux dire, de former l'alcène, parce que je peux enlever l'hydrogène ici, et puis je peux encore enlever l'hydrogène ici. Ça me donne quoi? Deux composés alcènes différents. Ça, c'est quoi la déshydratation? On retire la molécule d'eau. On retire la molécule d'eau. Maintenant, ces deux alcènes-ci, les amis, ces deux alcènes-ci, regardez, c'est-à-dire l'alcène A et l'alcène B. L'alcène A et l'alcène B. Entre l'alcène A et l'alcène B, je vous pose la question. Quel est l'alcène le plus susceptible, n'est-ce pas? Quelle est l'alcène, n'est-ce pas, qui peut obéir à la règle de Markovnikov? Quelle est l'alcène, n'est-ce pas, où on peut, n'est-ce pas, les amis, appliquer la règle de Markovnikov? On dit que la règle de Markovnikov s'applique aux alcènes comment? Dissymétriques. Markovnikov s'applique à quoi? Aux alcènes comment? Dissymétriques. Lors de l'addition d'un composé hydrogéné sur un composé insaturé dissymétrique, l'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone, n'est-ce pas, le plus hydrogène de la double liaison. Donc, parmi ces deux molécules d'alcène, n'est-ce pas, les amis, voici l'alcène dissymétrique. Vous voyez? Voici l'alcène dissymétrique. Pourquoi? Je viens au niveau de la double liaison. Je trace un trait comme ça, comme on peut dire un axe dissymétrique. Je remets maintenant de part et d'autre. Ce n'est pas la même chose.
Donc, de part et d'autre, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas une sorte de superposition. Ce qui fait que ce composé était comment? C'était un alcène dissymétrique. Alors que regardez ici, moi, je trace au niveau de la double liaison, n'est-ce pas? Comme on peut dire un axe de symétrie. Qu'est-ce que je remarque? De part et d'autre, c'est la même chose. Donc, il peut avoir quoi? Superposition. Il peut avoir quoi? Symétrique. Donc, lui, c'est un composé comment? Symétrique. Ce composé alcène, n'est-ce pas? On peut effectuer son hydratation, hein, mais il ne va pas. Mais lui ne va pas. On ne peut pas appliquer sur lui la règle de Markov-Nikov. On peut effectuer l'hydratation. Et l'hydratation va conduire à un seul composé alcool. Mais on ne peut pas appliquer ici la règle de Markov-Nikov. Alors que le composé B, n'est-ce pas? On peut appliquer la règle de Markov-Nikov, n'est-ce pas? Qui va nous donner l'obtention de quoi? De deux composés alcool. L'un étant majoritaire qui respecte la règle de Markov-Nikov, l'autre étant minoritaire qui ne respecte pas la règle de Markov-Nikov. Alors, on va essayer ça ici. Le composé A, n'est-ce pas? Plus l'eau. On va d'abord conformer le composé majoritaire. Nous allons d'abord former le composé majoritaire. On a que le composé majoritaire respecte la règle de Markov-Nikov. Lors de l'addition d'un composé hydrogéné, l'eau est un composé hydrogéné, n'est-ce pas? L'eau est un composé hydrogéné. Un composé hydrogéné, n'est-ce pas? C'est un corps pur, n'est-ce pas? C'est un corps pur, n'est-ce pas? Qui est constitué au moins d'un atome d'hydrogène. C'est un corps plus composé. C'est un corps plus composé. Le composé hydrogéné, c'est un corps plus composé, constitué d'au moins un atome d'hydrogène. Donc, le H2O, c'est un corps plus composé. Vous voyez un peu? Il est constitué au moins d'un atome d'hydrogène. Donc, lors de l'addition d'un composé hydrogéné sur un alcène, ou bien sur un hydrocarbure, c'est un composé insaturé.